一个是我从我妈妈那儿知道，破不垮，打不散，就被拉到了丰台体育场，所以那些很正式的衣服就在当地那是很坚定。Un être éveillé du nom de Jésus était très actif dans la région de Jérusalem vers l'an 30 de notre ère. Il guérissait gratuitement les gens de leurs maladies et parlait de la vérité sur le royaume des cieux. De plus en plus de gens ont commencé à croire en lui et à le suivre. 2 milliers d'années plus tard, nous ne pouvons appréhender ce personnage légendaire qu'avec un nombre limité d'archives historiques et par des œuvres d'art. En 1999, un film sur la vie de Jésus a circulé discrètement parmi les pratiquants de Falun Gong en Chine. Le 25 avril, les pratiquants se sont réunis devant le bureau d'appel du Conseil des affaires de l'État de Zhongnanhai pour clarifier la vérité et peu après, l'information sur une répression imminente s'est amplifiée. Les pratiquants de nombreuses régions étaient harcelés pendant leurs exercices collectifs quotidiens. La police mettait certains coordinateurs de centres d'assistance sous surveillance et même fouillé et perquisitionné leur domicile. Les médias étrangers ont rapporté l'intention du comité central du PCC de renoncer à 500 millions de dollars excédentaires en échange de l'extradition de M. Li Hangzhe. L'histoire et la réalité se confrontaient de façon inattendue. La situation était très tendue à l'époque. Quel point de vue les disciples devaient-ils adopter dans de telles circonstances? Une scène du film Jésus-Christ m'a profondément touché. Une fois Jésus a traversé la mer avec ses disciples. Il y avait de nombreux disciples sur le bateau. Jésus s'était endormi. Alors que les disciples ramaient, une grosse tempête s'est levée. Il semblait que le bateau allait se renverser. Les disciples attendaient anxieux que Jésus se réveille. Mais Jésus continuait de dormir. Ils ont eu si peur qu'ils ont dû réveiller Jésus. Jésus est monté sur la proue et a réprimandé le vent et la mer et fit cesser le vent. Immédiatement, tout est redevenu normal. Alors les disciples ont été soulevés d'enthousiasme. Mais Jésus s'est retourné, l'air très sérieux. Il a demandé aux disciples « Où était votre foi ?» La question de Jésus m'a réellement touché. Il m'est apparu que quand les disciples d'une voie droite ou d'une religion droite rencontrent de telles tribulations, la même question se pose. As-tu la foi? En fait, rien ne compte si tu n'as pas la foi. Tu peux ne rien faire, tu peux rentrer dormir, tu peux continuer ton travail et faire tout ce que tu veux, cela n'a aucun impact. Mais la question cruciale est que si tu as la foi, tu pourras faire face à des situations de danger de mort. Durant cette période, Jiang Zemin a émis fréquemment des instructions au sujet du Falun Gong. Le 25 avril au soir, en son nom de secrétaire général du comité central du PCC, il a envoyé une lettre aux membres du comité permanent du Politburo et à d'autres responsables. Il a qualifié l'activité du 25 avril d'incident politique secrètement orchestré. Le 8 mai, Jiang a écrit à nouveau au Politburo central, au département du secrétariat et à la commission militaire centrale en critiquant le Falun Gong. L'état d'esprit de Jiang Zemin mérite d'être examiné car en réalité cet incident du 25 avril avait déjà été résolu. Le Premier ministre Zhou avait rencontré les pratiquants et il avait été clairement indiqué qu'il s'agissait d'une mésentente entre citoyens. Le comportement de Jiang Zemin était étrange. Sur un coup de tête, il a écrit une lettre au Politburo, laquelle a été publiée plus tard dans le quotidien du peuple. Il s'agissait des théories de Mao, Deng et Jiang lui-même sur l'idéalisme par opposition au matérialisme. En fait, Jiang a pratiquement copié la lettre de Mao de 1954 sur le roman Le rêve dans le pavillon rouge a déclenché un mouvement condamnant Hu Shi. C'était un mouvement idéologique, comme le matérialisme contre l'idéalisme qui a toujours été un problème de doctrine idéologique. Maintenant, Jiang clamait que le Falun Gong représentait l'idéalisme et que combattre le Falun Gong représentait la lutte entre le matérialisme et l'idéalisme. Le 7 juin, Jiang Zemin a prononcé un discours à la réunion du Politburo accusant le Falun Gong d'avoir un contexte politique profond et un contexte international compliqué et comme étant l'incident le plus grave depuis les troubles politiques de 1989. Ce discours a été transformé en un document secret et communiqué au sein du Parti communiste. Le comité central du PCC a décidé de persécuter le Falun Gong en se basant sur ce document secret. 3 jours plus tard, le 10 juin, sous le contrôle de Jiang Zemin, le bureau central de contrôle concernant la question du Falun Gong a été instauré avec Li Langqin à sa tête et Luo Gan et Jing Guangten comme directeur adjoint.
Par la suite, ce fut le désastreux bureau 610. 4 jours plus tard, l'agence de presse Xinhua et CCTV diffusaient simultanément le message suivant. Le 14 juin, l'agence de presse Xinhua a publié les discours prononcés par les chefs des 2 bureaux d'appel, le bureau d'appel du comité central du PCC et le bureau d'appel du Conseil des affaires de l'État, quand ils ont rencontré les pétitionnaires du Falun Gong. Le premier point était que récemment, des gens ont répandu des rumeurs, que les instances de la sécurité publique étaient sur le point de lancer la répression du Falun Gong et que les membres du parti et les fonctionnaires n'étaient pas autorisés à pratiquer le Falun Gong. Il a dit que ce n'étaient que des rumeurs, faites par un petit nombre de personnes avec l'intention inavouée de provoquer un incident. Nous pouvions donc comprendre que, puisque les 2 responsables des bureaux d'appel avaient parlé ainsi, cela voulait dire sérieusement aux gens que le parti et le gouvernement autorisaient la liberté de pratiquer et la liberté de croyance. Tu peux pratiquer, tu peux ne pas pratiquer, tu peux croire, tu peux ne pas croire, tu peux pratiquer n'importe quelle méthode. Cependant, après le 14 juin, la liberté de pratiquer le Falun Gong a été réprimée davantage. Quand nous nous rassemblions pour les exercices collectifs du samedi, les voitures de police étaient là pour filmer tous les pratiquants. Alors que les pratiquants de Falun Gong subissaient en silence harcèlement et traitements injustes, les préparatifs d'une répression à grande échelle étaient en cours. Le 22 juin, une équipe de production de l'émission Lumière de la science de Wuhan, commandée par le ministère de la Sécurité publique, est allée dans la ville natale de M. Li Hongzhi, à Changchun, dans la province du Jilin, dans le but de recueillir et de fabriquer des documents pour calomnier M. Li Hongzhi. Cependant, les soi-disant documents étaient en fait les mêmes fausses accusations proférées par quelques individus de Changchun. Ces accusations avaient été clarifiées 4 ans plus tôt par l'Association de recherche scientifique sur le Qigong. Monsieur Ye avait participé à cette enquête à l'époque. Un des prétendus chefs d'accusation était que M. Li Hongzhi avait volé le système de Qigong d'autres personnes. Comment ça voler? On affirmait que M. Li Hongzhi ne connaissait rien au Qigong, qu'il avait arrangé le travail d'un autre après avoir participé à son stage et l'avait réorganisé comme étant le sien. Il existe même une preuve. M. Li a une attestation de ce stage de Qigong. Finalement, lorsque nous sommes allés voir cette personne qui avait tenu le stage à l'époque, nous avons appris que celui-ci, après avoir appris la méthode de M. Li Hongzhi, l'avait trouvé ô combien meilleure que la sienne. Il avait depuis longtemps commencé le Falun Gong. De plus, il avait cessé d'enseigner son propre Qigong depuis longtemps. Quand nous lui avons parlé de l'accusation, il a dit « C'est très simple, allons le voir ensemble ». Alors nous sommes allés ensemble voir le directeur de l'association de Qigong. Il lui a dit « J'étais à la tête de la méthode en question. Savez-vous pourquoi je me suis fait discret ces 2 dernières années ? C'est justement parce que j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong qui est ô combien meilleur que ma méthode. Donc je vous confirme que le Falun Gong n'a absolument aucun problème. Il a dit que le Falun Gong est bon dans tous les domaines. » Ainsi, tout était clair pour eux. Cela avait déjà été résolu il y a longtemps. Eux-mêmes ont confirmé que c'était réglé, pourtant ils voulaient changer la décision rendue. Cela n'a aucun sens. Depuis la mi-juin, tous les niveaux des services du gouvernement et des entreprises d'État ont été informés en interne par le Parti communiste de ne pas fournir de lieu pour les exercices aux pratiquants de Falun Gong et de demander aux membres du Parti communiste, de la Ligue de la jeunesse et aux fonctionnaires d'arrêter de pratiquer le Falun Gong. En juillet, CCTV, à la demande du bureau 610, a commencé une émission intitulée « La vérité au sujet de l'incident du 25 avril à Zhongnanhai ». Le quotidien du peuple a aussi commencé à publier une série de prétendus éditoriaux sur le thème « Honorer la science et briser les superstitions ». À ce moment-là, un mouvement de répression lancé personnellement par Jiang Zemin dans le but d'éradiquer totalement le Falun Gong a été déclenché. L'opération a commencé au niveau militaire. Mon père était parmi les 5 pratiquants de Falun Gong qui sont entrés à Zhongnanhai le 25 avril pour parler à la direction centrale. Il était aussi un haut officier dans l'armée. La nuit de cet appel pacifique, quand il est rentré chez lui, ses supérieurs de l'armée l'attendaient. Depuis cette nuit-là, il a été placé en résidence surveillée. Plus tard, le 1er juillet au soir, mon père a été emmené par son corps d'armée. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de lui.
À ce moment-là, M. Li Hongzhi était invité à Chicago, dans le Midwest des États-Unis, pour une conférence de partage d'expériences de cultivation du Falun Dafa. La cultivation est pratique et l'élévation des élèves est ce que M. Li Hongzhi a le plus à cœur depuis toujours. Le 25 juin, dans le centre James Thompson, au centre-ville de Chicago, le gouvernement de l'État de l'Illinois a honoré M. Li Hongzhi avec le prix pour service distingué en reconnaissance de son dévouement altruiste envers les gens et du succès du Falun Dafa dans l'amélioration de la santé des gens. Ils ont dédié cette journée comme étant la journée de Li Hongzhi à Chicago. Ce jour-là, les pratiquants assistant à la cérémonie de remise des prix avaient déjà ressenti l'atmosphère tendue avant la répression. À l'époque, nous avons souvent reçu des courriels de menaces disant « Vous allez tenir la conférence de Fa à Chicago. Nous allons faire ceci et cela pour la saboter. » Au moment de la conférence à Chicago, nous étions très tendus. La conférence de partage d'expériences de cultivation a eu lieu le lendemain de la cérémonie de la remise du prix. À la fin de la conférence, M. Li Hongzhi a répondu aux questions des élèves comme d'habitude. M. Li Hongzhi a lu la question suivante. Un disciple, permettez-moi de demander au maître, quand Jésus était sur le point d'être crucifié, que faisaient ses disciples ? Maître, veuillez passer le message aux hommes de ce monde et aux cieux. Nous, les disciples de Dafa, ne permettrons absolument jamais qu'une telle chose se produise. Merci à tous. Les pratiquants ne doivent pas être affectés par les pensées humaines. Vous êtes des pratiquants. Ce simple échange entre le maître et les disciples a transmis incidemment le message suivant. Les disciples de Dafa ne vont pas fermer les yeux sur la persécution de Dafa et du maître. En tant que maître de Dafa, M. Li a demandé à ses disciples de juger tout selon les critères de l'état d'esprit qu'un pratiquant doit avoir. À partir de ce moment-là, le passé historique se différencie de la réalité qui est en train de se produire. À la fin de la conférence, les élèves se sont levés et ont fait leurs adieux à M. Li Hongzhi. Dans n'importe quelle circonstance difficile, vous devez tous garder un cœur stable. Simplement en ayant un cœur inébranlable, on maîtrise 10 000 agitations. Ce sont les dernières paroles que M. Li Hongzhi a dites à ses disciples avant que la répression totale ne commence. M. Li était présent à l'exercice collectif des pratiquants le lendemain à Olive Park, dans le centre-ville de Chicago. Le maître et les disciples n'allaient plus avoir l'occasion de se rencontrer avant plus d'une année. Cela ne faisait que 7 ans que l'enseignement de Dafa avait été présenté au public. Ces disciples qui ont commencé à pratiquer il y a peu allaient-ils pouvoir résister à l'épreuve brutale qui s'annonçait ? Alors, à quel genre de force voulant les réprimer, M. Li Hongzhi et ses disciples allaient-ils devoir faire face ? Un ancien responsable communiste chinois a fait l'observation suivante. Le Parti communiste chinois a développé un système strict depuis sa création il y a environ 80 ans. À travers ces 50 ans de dictature, ce système s'est transformé en un outil maniable sous la justification de l'état de droit. Aucun autre régime au monde ne peut utiliser l'appareil de l'État pour contrôler et réprimer son propre peuple sans aucune contrainte, comme peut le faire le PCC. La Chine a la plus grande armée du monde, une police armée, des forces de la sécurité publique, des centres de détention et un système pénitentiaire, ainsi que plus de 2000 journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision et d'autres organismes de propagande contrôlés par l'État. CCTV compte à elle seule 12 chaînes de télévision. Elle couvre 90% de la population du pays avec plus de 1,1 milliard de téléspectateurs. Elle a une couverture mondiale grâce à des transmissions par satellite en chinois, anglais, français et espagnol, ainsi qu'en cantonais, en dialecte minnan et en d'autres dialectes.
Les personnes qui ont vécu cette tempête peuvent encore se remémorer cet été à Pékin. Le soleil brûlait dans le ciel et il faisait exceptionnellement chaud. Au petit matin du 20 juillet, des arrestations concertées des coordinateurs du Falun Gong ont été menées dans plus de 30 provinces et villes. Soudain, une répression totale a commencé. Jiang Zemin comptait pouvoir conclure rapidement cette bataille et clamait qu'il allait pouvoir éliminer le Falun Gong en 3 mois. Journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision ont commencé à publier et diffuser en boucle 24 heures sur 24 des articles et programmes critiquant et condamnant le Falun Gong. Depuis les villes jusqu'aux zones rurales reculées, la police a forcé les masses de pratiquants à quitter les points de pratique et à emmener en voiture de police ceux qui ne voulaient pas céder. La police locale, dirigée par des comités de quartier, a fouillé les maisons des pratiquants les unes après les autres et leur a ordonné de renoncer à leurs croyances et de remettre ou de détruire les livres et le matériel audio et vidéo du Falun Gong. Jiang Zemin a déclaré « Je ne crois pas que je ne puisse pas me débarrasser du Falun Gong ». De nombreux sociologues ont prédit, avec la puissance du gouvernement chinois, le Falun Gong ne tiendra pas une semaine. Face à cette terrible tempête, de nombreux pratiquants ont ignoré les interdits et sont allés à Pékin faire appel pour le Falun Gong. Ils étaient tous conscients des conséquences possibles, mais ils n'ont pas voulu faire demi-tour. Nous étions à la maison en train de regarder les nouvelles quand mon mari m'a appelé. Il a demandé « As-tu vu les nouvelles ?» J'ai répondu « Je suis en train de les regarder ». Il a dit « Tu sais, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Quand ils étiquettent quelque chose d'organisation illégale, la répression est probablement imminente. Vous, les pratiquants, devez être prudents. Ne vous mettez pas en avant. Le Parti communiste est toujours sans pitié. » J'ai dit « Je sais ce que je dois faire. Ne t'inquiète pas. » Après avoir posé le téléphone, nous 5 sommes partis. Aucun d'entre nous n'a emporté ni clé ni argent. Nous étions en tenue de pratique des exercices, nous avons pris un taxi et nous sommes partis. À ce moment-là, nous nous attendions à ne pas pouvoir revenir. Le centre sportif de Fangtai, situé dans le sud-ouest de Pékin, est un complexe sportif moderne construit pour accueillir les 11e Jeux asiatiques. Les bâtiments du centre sportif occupent une superficie de 220 000 m². Pendant les quelques jours qui ont suivi le 20 juillet 1999, il est devenu de facto le centre de détention des pratiquants de Falun Gong faisant appel. Voici ce qui s'est passé là-bas. Le stade Fangtai était rempli de pratiquants, y compris les gradins. Nous n'avions pas de nourriture du matin jusqu'au soir. Alors que les gens pouvaient entrer et sortir librement, puisque les portes étaient ouvertes, personne n'est parti. Nous avions le sentiment que nos voix n'avaient pas été entendues. Le gouvernement n'a donné aucune explication en interdisant et réprimant à sa guise. Ce n'était pas acceptable. Donc, avec ce genre de pensée, personne n'est parti. Vers 20 h, à la tombée de la nuit, la police a commencé à disperser les pratiquants en utilisant la force. Oh là là, j'ai vu un policier traîner une femme par ses habits, exposant sa poitrine. D'autres traînaient les gens par les cheveux. Je me rappelle quand la police jetait les gens dans le bus. Nous nous tenions bras dessus, bras dessous, et nous encouragions à ne pas les laisser nous séparer. Nous n'arrêtions pas de répéter, ne pas rendre les coups quand on nous frappe, ne pas rétorquer quand on nous insulte. J'étais très touché. Je me suis demandé comment se sentait la police. Ainsi étaient les pratiquants de Falun Gong qui cultivaient selon authenticité, bienveillance, tolérance. Ils n'ont jamais eu recours à la violence dans cette situation très tendue. 4 ans plus tard, à un rassemblement à Washington DC pour commémorer le 20 juillet et pour demander la fin de la persécution, nous avons rencontré de nombreux pratiquants qui avaient fait appel à Pékin. En se remémorant leur expérience extraordinaire, voici ce qu'ils ont dit.
Nous, les pratiquants, n'avions pas peur. Nous avons fait nos exercices et la méditation sous une chaleur accablante. Nous avions le cœur vraiment paisible. Nous leur avons raconté nos histoires. Nous sommes restés là pendant 3 jours d'affilée, les 20, 21 et 22 juillet. De nombreux pratiquants étaient venus de tout le pays. Je pensais que puisque nos coordinateurs avaient été arrêtés, nous étions tous des coordinateurs. Les disciples du Maître ont tenu bon comme un seul corps. Ils étaient vraiment invincibles. Ils ont laissé une bonne image partout où ils sont allés. On ne peut pas s'empêcher d'être rempli d'admiration. Des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong ont essayé de se rendre à Pékin pour faire appel après le 20 juillet. Le bureau 610 a exigé des gouvernements locaux d'empêcher à tout prix les gens de faire appel. L'armée est entrée dans un état de préparation au combat de niveau 1. Comme toutes les routes principales de Pékin étaient soumises à un blocus strict, de nombreux pratiquants se sont rendus à pied ou à bicyclette, traversant les collines et les montagnes. Parmi toutes les histoires entendues, il y avait celle des 9 paires de chaussures. Dans le but d'aller faire appel à Pékin, un vieux monsieur a mis 2 mois à user 9 paires de chaussures pour aller à pied du Sichuan jusqu'à Pékin. Tout ce qu'il voulait, c'était s'exprimer en faveur de la justice et dire « Falun Dafa est bon ». L'histoire d'un pratiquant qui a voyagé à pied, qui a usé 9 paires de chaussures et a finalement atteint Pékin pour faire appel, a touché mon cœur très profondément. Je n'ai pu retenir mes larmes quand j'ai lu les paroles de cette chanson. La mélodie à composer m'est venue naturellement. Monsieur Li Yongzhen nous a demandé d'être de bonnes personnes. Nous voulons seulement être de bonnes personnes. Nous suivons le principe authenticité, bienveillance, tolérance, parler vrai, agir vrai. Pour ces pratiquants ordinaires, leur voyage à Pékin est inoubliable. Grâce à leur voyage, ils ont personnellement pratiqué et expérimenté le principe universel d'authenticité, bienveillance, tolérance. Les médias étaient remplis d'insultes et de calomnies. Cependant, une entité diffusait avec ténacité la voix des pratiquants de Falun Gong. Il s'agissait d'un site web lancé 1 mois plus tôt. Il dépendait d'un seul ordinateur, PC 486, et de lignes téléphoniques pour transmettre les informations. Il a brisé les couches successives du blocus d'Internet et a permis aux pratiquants de Falun Gong du monde entier de se rassembler pour relever le défi. Le site Menghui a été officiellement lancé en juin 1999. Au début, il y avait au moins 500 emails entrant chaque jour, sans compter les fax et les appels téléphoniques. Le site web a attiré l'attention des gens dès le début. Cela prouve que ce canal d'information était très important pour les gens. La répression a été rendue publique à la fin du mois de juillet. La chasse à l'homme, à l'échelle nationale, a commencé dans la soirée du 19 et s'est poursuivie jusqu'au 22 juillet. Puis, il y a eu le blocus de l'information et le blocus d'Internet. À l'intérieur du pays, tous les emails ont été bloqués, y compris les messageries 263.com et 263.com, sous prétexte de maintenance. À ce moment-là, tout à coup, échanger de l'information était difficile. On vous bloquait non seulement pour envoyer de l'information, mais on vous empêchait aussi d'en recevoir. Cela prouve combien il était important pour eux, pour pouvoir lancer et maintenir la répression, de ne pas laisser les gens connaître la vérité et de ne pas les laisser obtenir des informations. De nombreuses personnes ont imprimé des articles du site Menghui et les ont apportés dans les campagnes et les petites villes. Comme vous le savez, beaucoup de pratiquants ont été arrêtés au début de la persécution. Chaque jour, de nombreux pratiquants étaient arrêtés et brutalement battus en plein jour, en public, dans les bureaux d'appel ou sur la place Tiananmen. À cette époque, beaucoup de pratiquants ne savaient pas comment gérer cette situation. Plus tard, certains pratiquants ont apporté des articles de Menghui qui partageaient les expériences des pratiquants sortis pour faire appel et ensuite battus dans les centres de détention, mais qui allaient faire appel de nouveau une fois dehors. Ils ont beaucoup réfléchi. Alors ils ont vécu beaucoup de souffrances et de mauvais traitements difficiles à supporter pour un être humain. Ces pratiquants ont surmonté cela avec un cœur calme. Si quelqu'un peut réellement arriver à faire cela, alors il est déjà conscient que s'il vient à Pékin, ce n'est pas pour lui-même. De nombreux disciples ont compris ce qu'ils devaient faire après avoir lu ces articles.
Pendant cette période, M. Li Hangzhe a été fréquemment interviewé par des médias internationaux et il a constamment expliqué que le Falun Gong ne constitue une menace pour aucun régime. Au contraire, le Falun Gong offre de nombreux bienfaits à tous les gouvernements, au peuple et aux nations et il est totalement inoffensif. Le 22 juillet, le site Minghui a publié la lettre de M. Li aux responsables du gouvernement chinois et aux dirigeants du PCC. Dans cette lettre, M. Li demande au gouvernement chinois de ne pas mettre en œuvre une politique visant à réprimer les innocents pratiquants de Falun Gong, mais de résoudre les problèmes par un dialogue pacifique. Il avait déjà anticipé que la persécution cruelle et inconsidérée des pratiquants serait finalement un désastre pour le pays et son peuple, et ce n'était le souhait d'aucune personne bienveillante. Il y avait un petit parc connu sous le nom de Petite Place Tian'anmen en face de l'ambassade de Chine au 2300 Connecticut Avenue, Washington, D.C. Le 20 juillet 1999, quand les pratiquants de Falun Gong en Chine se dirigeaient vers Pékin, les pratiquants en dehors de la Chine se sont rassemblés sur la Petite Place Tian'anmen. À ce moment-là, nous avons eu l'inspiration d'établir un dialogue avec le gouvernement chinois. Nous voulions dire la vérité aux membres du Congrès afin qu'ils puissent nous aider à établir un dialogue avec le gouvernement chinois. Le Capitole des États-Unis se trouve à environ 5 km au sud-est de l'ambassade de Chine. Des deux côtés de ce bâtiment emblématique se trouvent Constitution Avenue et Independence Avenue, chacune arborant 3 immeubles de bureaux. Ce sont les bureaux des 100 sénateurs et des 437 membres de la Chambre des représentants pour les 50 États. La plupart des pratiquants de Falun Gong n'étaient jamais venus là auparavant. C'était l'été. Quand nous avons entendu parler de la répression, nous avons roulé toute la nuit jusqu'à Washington, D.C. Mais nous étions encore en short et en t-shirt. Comme le Congrès des États-Unis est un lieu officiel, j'ai emprunté une chemise à un pratiquant et j'ai acheté un pantalon. À vrai dire, je n'avais aucune idée où se trouvait le gouvernement des États-Unis. Où était le Congrès? Je n'en avais aucune idée. Je ne connaissais pas la différence entre le Sénat et la Chambre. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous leur avons parlé du Falun Gong et comment les gens bénéficiaient physiquement et mentalement de la pratique du Falun Gong. Nous leur avons dit à quel point cette répression était répandue et que de nombreuses personnes avaient été arrêtées. Alors que les pratiquants du monde entier cherchaient activement à dialoguer avec le gouvernement chinois et à trouver une solution pacifique à la crise, le moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité a eu lieu le 29 juillet 1999. À cette époque, de nombreux disciples étaient venus de tout le pays. Nous étions allés dans un hôtel. Alors que nous nous préparions à apporter des documents au Congrès, un disciple est entré précipitamment et nous a dit que le gouvernement chinois avait déclaré que notre maître était une personne recherchée. Nous étions sous le choc et la pièce entière est soudain devenue silencieuse. La nouvelle était sans aucun doute une épreuve difficile pour les pratiquants de Falun Gong confrontés aux tribulations. L'escalade de la situation, de la répression, a fait que les gens ont commencé à réfléchir sérieusement au chemin qu'ils allaient prendre. Pourquoi est-ce que tu cultives et pratiques en fin de compte? Vas-tu continuer à pratiquer face à une pression et une persécution aussi forte? Si tu cultives, alors pourquoi tu cultives? C'est une question incontournable pour chaque pratiquant. Nous nous préparions à tenir une conférence de presse. Je devais me poser la question, que dois-je dire à la conférence de presse? Que devrais-je dire aux gens? Pourquoi suis-je venu ici? Je devais répondre à ces questions pour moi-même. Puis j'ai compris que mon comportement devait répondre aux critères établis par le Falun Dafa et le maître. Je suis ici pour pratiquer authenticité, bienveillance, tolérance. Je suis ici pour dire la vérité, pour que cette bonne chose puisse bénéficier à tout le monde, pour ne pas laisser diffamer une bonne chose et laisser croire que c'est une mauvaise chose.
Pendant 2 semaines, des centaines de pratiquants du monde entier se sont affairés dans les rues de Washington. Ils se sont rendus dans de nombreux bureaux du gouvernement des États-Unis, des médias et plus de 170 ambassades étrangères. Afin de faire connaître cette persécution en Chine à plus de gens, les pratiquants ont organisé un certain nombre d'activités au National Mall de Washington sous la chaleur torride de l'été. Beaucoup d'entre eux faisaient partie de l'élite, en plus d'être des immigrants qui avaient travaillé dur pour s'implanter dans leur nouveau pays d'adoption. Cette persécution soudaine les avait aussi obligés à prendre des décisions importantes dans leur vie. J'étais très occupé à l'époque. Quand je suis parti pour DC en toute hâte ce jour-là, je n'ai pas eu le temps d'informer mon patron. Mon patron m'a envoyé un courriel pour me dire que je ne pouvais pas faire cela. J'ai vu le courriel l'après-midi du jour où je suis retourné au bureau. Après avoir réfléchi, je lui ai écrit une longue lettre. J'ai dit qu'aux États-Unis, la liberté, les droits de l'homme, la liberté de religion et de croyance, tout cela est considéré comme des droits octroyés par le ciel qu'on reçoit à la naissance. Mais en Chine, des gens payent de leur vie pour jouir de ces droits qui sont naturels pour les Américains. Ce que j'avais fait, c'était pour mes compatriotes chinois, pour qu'ils aient ces mêmes droits. Le lendemain, mon patron m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit qu'il avait compris. Il m'a demandé de l'informer à l'avance si de telles situations se présentaient à nouveau. Une fois l'attachement aux résultats ainsi que la préoccupation des intérêts personnels abandonnés, les efforts désintéressés des pratiquants ont gagné le respect et le soutien du monde entier et ont complètement brisé la tentative de Jiang Zemin d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. C'était exactement comme ce que M. Li Hangzhe avait dit. Dans l'histoire, aucun de ceux qui persécutent la croyance droite n'a jamais connu le succès. Une fois passés les premiers mois de la répression violente, les pratiquants ont commencé à réfléchir sérieusement aux questions suivantes. Quelle est la nature de cette répression ? Comment fallait-il se cultiver dans cet environnement ?